Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Univers Kim. Comme vous le savez, Univers Kim, c'est le portail médiatique de l'Université Révérend Kim. Sans plus tarder, je vous laisse suivre quelques informations. La faculté de la médecine de l'Université Révérend Kim Sidengili a organisé un symposium dénommé la santé mentale dans tous ses aspects. Suivez. Pèse à peu près 150 grammes les deux. Et ces organes ont pour fonction première de produire l'urine. L'urine qui est un liquide contenant les différents déchets du métabolisme de notre organisme. Les deux reins ont une forme d'haricots et ils ont deux faces convexes, une face interne et une face externe. Le rein droit est parfois inférieur au rein gauche à cause de la présence du foie. Et en termes de longueur, le rein mesure à peu près 12 cm, en termes d'épaisseur 6 cm, et en termes de largeur 6 cm, excusez-moi, et en termes d'épaisseur 3 cm. Lorsque nous faisons une coupe sagittale du rein, nous remarquons deux zones. Une zone périphérique qui est le cortex et une zone centrale qui est la médulaire. Le cortex envoie des travées dans la médulaire appelées des colonnes de Bertin. Et ces colonnes de Bertin subdivisent la médulaire en pyramides de Malvigny. Ces pyramides ont une base périphérique, mais un sommet interne. Et leur sommet constitue les calices, les papilles. Leur sommet constitue les papilles. L'ensemble des différentes papilles constituent soit des petites calices ou soit des grandes calices. Et l'ensemble des différentes grandes et petites calices constituent ce qu'on appelle la cavité pyélocalicienne, qui est une première constituante d'une voie extractrice du rein. Les cavités pyélocaliciennes s'éjettent dans le zoutère. Les cortex, qui est la partie périphérique, logent une grande partie des glomérules qui est une des portions fonctionnelles du rein. Ainsi, chaque rein est constitué d'un organe fonctionnel qui est l'éléphant. Un rein peut contenir 1 300 000 à 1 400 000 néphron. Et chaque néphron est constitué de deux parties. Nous avons les glomérules et les tubules. Le rein reçoit le 25% du débit cardiaque. C'est 25% de sang qui n'est pas pour sa diffusion, mais par contre pour sa fonction, pour son fonctionnement. Et là, nous pouvons vous expliquer la circulation de sang intrarénal. Les 25% du sang qui est destiné au rein viennent par l'artère rénale. Et cette artère, en pénétrant dans le rein, subit des subdivisions. On a l'artère rénale qui va donner l'artère segmentaire, les artères segmentaires qui vont donner des artères interlobulaires, les artères interlobulaires donnent des artères arquées, les artères arquées donnent des artères interlobulaires, et ces artères vont donner une artère afférente qui va passer dans le glomérule et donner une artère efférente. L'artère afférente, en passant dans le glomérule, donne un réseau de capillaires, appelé les capillaires glomérulaires. C'est ces réseaux de capillaires qui permettent au rein de filtrer notre sang afin d'éliminer les différents déchets. L'artère efférence donne des capillaires péritubulaires qui vont aller suivre les tubules au niveau de la médulaire. Et non seulement les capillaires péritubulaires, l'artère efférence donne aussi les vaisseaux droits appelés les vases recta. Là, nous avons une image du néphron. On a le glomérule qui est là, qui donne donc une voie entre l'artériole afférente, les capillaires glomérulaires, une artériole efférente. Et de l'autre côté, nous avons les différentes tubules. Le glomérule est constitué, comme je le disais, d'une artériole afférente qui donne un système de vaisseaux capillaires appelés les capillaires glomérulaires. Ces vaisseaux capillaires sont caractérisés par la présence d'une pression hydrostatique très élevée. Et c'est cette pression hydrostatique qui va faire en sorte que le sang contenu dans le capillaire subit une ultrafiltration et au niveau de la capsule qui entoure le glomérule, la capsule romaine, on aura une urine primitive qui va s'écréer. Je vous
6 facteurs font de la maladie rénale chronique aujourd'hui un problème de santé. La première chose, c'est l'augmentation de l'incidence et de la prévalence de la maladie. Il faut savoir aussi que la maladie rénale évolue sans symptômes, et ceci jusqu'au stade avancé. Il y a l'excès de risque cardiovasculaire dès le stade précoce. Donc, quand on a une maladie rénale, on court le risque de développer des complications cardiovasculaires, dont les AVC. La maladie rénale, c'est la principale cause d'invalidité. Ça réduit la qualité de vie et aussi des décès prématurés. Au stade terminal de la maladie rénale, le coût du traitement est onéreux. Et enfin, il y a les problèmes liés au don de rein. Il y a certaines pressions morales, il y a des critères d'éligibilité, ce n'est pas tout le monde qui peut être privé. Et enfin, la disponibilité de ces organes qui est à l'origine du trafic illicite aujourd'hui d'actualité. Maladie rénale, c'est 850 millions au travers du monde qui souffrent de maladie rénale. Et aujourd'hui, c'est la 11e cause de mortalité. Et d'ici 2040, ça sera la 5e cause. Il y a environ 3 millions de malades qui sont sous traitement récipient, soit la dialyse, soit la greffe rénale. Malheureusement, vous avez encore à peu près 2 millions qui n'ont pas de moyens pour s'établir la dialyse. Et 13 millions ont au moins une certaine forme d'incidence rénale aiguë. Et voilà le coût annuel des malades sous dialyse, c'est environ 35 000 à 100 000 $ par an pour une seule personne souffrant de la maladie rénale au stade terminal. Quelle est alors la prévalence de la maladie rénale dans le monde? Comme vous pouvez le voir, aux États-Unis, on estime à 14%, en Norvège 15%, au Japon 15%, en Afrique du Nord 6%, en Afrique du Sud 10%. Et vous posez la question, quelle année en RDC? Nous avons montré c'est 12% à Kinshasa, également aussi Kivu, à Bukavu, c'est également 12%. Quand on regarde ces malades, ils sont très jeunes par rapport aux malades américains. Et chez nous, c'est déjà à partir de 40 ans qu'on a une prépondérance de cette maladie. Et elle est très fréquente au-delà de 60 ans, alors qu'aux États-Unis, ça commence à 60 ans, mais très prépondérant autour de 70 ans et plus. En milieu scolaire, on a aussi cette maladie rénale. Donc, un enfant sur 50 en milieu scolaire est affecté par la maladie rénale. Le professeur Ekolo, le scientifiques sont donc au terme. Le participant doit être capable de définir la maladie rénale chronique, de définir l'épidémiologie, définir la clinique de la maladie rénale, poser les diagnostics de cette pathologie, apprécier les degrés de sévérité de l'atteinte rénale, traiter correctement et détecter précocement les mesures a été à l'origine du diagnostic tardif et la carence des études épidémiologiques comparables, mais aussi d'une prise en charge adaptée. Il a fallu attendre donc 2002 par la Fondation RAN. C'est eux qui ont donné cette définition de la maladie rénale en 2002, à savoir, pour faire simple, quand on parle de maladie rénale, c'est la présence des stigmates et une atteinte rénale associée ou non à un débit d'incubation de l'ovaire inférieur à 60 ml par minute, le tout persistant pendant au moins l'agression rénale aiguë, on s'appuie sur deux éléments, la créatinine et puis la diurèse. Ce sont les deux éléments qui nous permettent de définir l'agression rénale aiguë. Alors, vous allez voir dans cet effort d'uniformiser, de standardiser la définition de l'agression rénale aiguë,
Dans l'historique, nous avons eu 3 dans l'évolution. On a eu 3 classifications. Ça va? Nous avons d'abord en 2004, nous avons eu les critères des risques. Ça, c'était plus chez les adultes. Et cette classification, c'était plus sur soins intensifs. Ça va? Où le malade arrive, plutôt que d'attendre, n'est-ce pas, la phase avancée d'insuffisance, on peut déjà, lorsqu'on détecte la phase, par exemple, on est dans la phase des risques, on peut agir. Juste l'hypovolémie peut déjà, n'est-ce pas, entraîner, exposer ces classifications des risques. Et comme vous voyez, et ça c'était plus chez les patients adultes. Ça s'appuyait sur la créatinine, donc vous devez avoir la valeur de base, baseline value. Et la créatinine, la duresse. Et en 2007, cette classification des risques a été adaptée chez les enfants. Pédiatrie risque. Donc vous allez voir, ça a été adapté chez les enfants et voilà comment ça se présentait. Et là, la particularité, c'est qu'on s'appuie non seulement sur la créatinine, mais également et surtout sur les débits de filtration globulaire. Ok? Et là, parce qu'évidemment, nous savons que surtout pour les enfants, on n'a pas toujours, surtout chez nous, quand nous suivons les enfants, on n'a pas toujours la créatinine de base. Donc on n'a pas les débits de filtration globulaire de base chez les enfants. Alors lorsqu'on est dans cette situation, on considère d'emblée la valeur de référence 100 ml et vous allez maintenant évaluer. Lorsqu'il y a une baisse de 25% par rapport à 100 ml, vous retenez c'est le stade de risque. Lorsqu'il y a une diminution de 50%, c'est injury, c'est-à-dire lésion. Et lorsque vous avez une baisse de 75%, c'est le faible. C'est ça le stade d'insuffisance rénale. Mais à défaut d'évaluer avec la créatinine de l'hyperfiltration globulaire, ce n'est pas toujours évident. Nous nous appuyons plus sur la duresse. Et comme vous voyez, nous avons dit comment nous avons dans le cas des syndromes hépatorénal, n'est-ce pas? Nous avons les syndromes néphrotiques et l'insuffisance cardiaque pour ceux qui sont mieux placés, pas pour nous en parler. Et nous avons les arrêts hémodynamiques de par l'utilisation de certains médicaments. Enfin, nous avons les arrêts d'origine rénale, d'origine parochique. Ici, poser du cœur d'une part et des vaisseaux de l'autre côté. Le cœur, nous le savons, c'est un facteur d'âme qu'on retrouve au creux de la poitrine, qui a donc une enveloppe périphérique et qui a donc des parois. Donc vous avez l'épicarde, les myocardes, l'endocarde avec les différentes parts qui sont là. Et vous avez les oreilles qui sont dans les parties supérieures, les ventricules qui sont dans les parties inférieures. Il y a donc deux pompes, ce que nous le voyons ici. Il y a une pompe droite qui alimente la circulation pulmonaire. Nous avons une pompe gauche qui alimente la circulation régionale. Les deux pompes fabriquent, si vous voulez, un volume par minute qu'on appelle le débit cardiaque. C'est ce débit qui doit aller vers les tissus. La pompe doit être quand elle fabrique son débit, c'est pour aller vers un seul tissu, c'est le tissu pulmonaire, et pour jouer un seul rôle, c'est sur les échanges de gaz, l'hématose. Et alors que la pompe gauche, elle propose le sang pour aller vers les tissus périphériques, entre autres les reins. Et nous sommes en train de parler de la santé rénale. Les reins doivent être alimentés par la pompe cardiaque. C'est pourquoi vous avez eu raison de nous associer. Parce que nous serons toujours associés aux néphrologues. Comme les néphrologues seront toujours associés à nous en matière d'hypertension artérielle, les néphrologues s'en occupent et les cardiologues aussi, ils s'en occupent. Si nous devons rappeler les déterminants de la pression artérielle, nous avons le débit cardiaque et nous avons les résistances vasculaires totales. Vous voyez cette image ici. Il vous parle de la structure des reins. Nous avons deux reins, comme vous le savez. Ils pèsent au total 300 à 320 grammes, 150 à
on va pouvoir revenir sur les éléments structurels, parce qu'on a déjà parlé suffisamment par des éminents professeurs. Donc je rappelle, il nous a parlé de la maladie rénale chronique. Il nous a commencé par dire que c'était une maladie qui évolue à bas bruit. Ce qui faisait en fait la difficulté même dans sa prise en charge et puis dans son diagnostic. Donc il nous a demandé d'aller avec des mesures préventives, mais également des détections diagnostiques. Il nous a donné une litanie d'examens à faire. Entre autres, il y avait la biopsie, il y avait certains marqueurs qu'il fallait poser. Il nous a même parlé de ratio, albuminurie, créatinurie, qui préparer en fait la protéine de 24 heures. Donc il a parlé de tant de choses, je ne sais pas s'il y a des gens, parce que je suis très pressé à partir. Donc moi je vais quand même poser la question, j'avais aussi quelques questions du professeur. Trois petites questions. La première, je veux savoir l'implication de l'insuffisance rénale chronique, comme vous venez de le processer traitement. Mais nécessité génétique et environnementale. Est-ce que la nourriture communément appelée Sakamadish, voilà, que mange souvent chez le Congo central, est-ce que les Sakamadish sont aggravés? Nous avons un pompe rouge qui alimente la circulation générale. Les deux pompes, si vous voulez, indiquent un volume par minute qu'on appelle le PIB. C'est sur les échanges de gaz et matos. Et alors que la pompe bouge, elle propulse le sang pour aller vers les tissus, les talons, en matière d'hypertension artérielle, les électrologues isotopiques, les calculeurs aussi. Si nous devons rappeler les déterminants de la pression artérielle, nous avons le débit cardiaque et nous avons les résistances vasculaires. Nous avons deux règles comme ça. Qui pèsent au total 300 à 320 grammes. Se distribuer à tous les organes avec privilèges au niveau de poids, au niveau de le cœur. Ici, quand on va faire une transplantation, quel sera le mécanisme par lequel il va répondre encore sa fonction et tout ça? C'était une question générale que j'ai reçue ce matin. Il y a une question ici. Question, est-ce que peut-on sensibiliser la communauté d'ingestion d'une quantité suffisante de liquide pour prévenir la il y avait aussi des fonctions anthropiniennes. Et la question est de savoir, dans la mesure où la fonction anthropinienne est altérée, en s'agissant d'une insuffisance rénale aiguë ou non chronique. Une patiente de 57 ans qui fait de l'hypertension artérielle, mais aussi au même moment, elle a aussi un problème rénal. Alors, quelle est sa prise en charge? Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser. Sa tension, ça ne baisse pas, mais aussi elle fait tout. Pour la parole, je voulais poser la question au prof Soumaï, qui malheureusement est parti. Donc, le prof Koulou, nous savons tous qu'en cas d'insuffisance rénale chronique, nous avons une hypocalcémie. Mais comment est-ce que les manifestations de l'hypocalcémie chez une personne insuffisance rénale chronique? Et puis une question, docteur Bessana, on veut juste savoir par rapport à la structure du rein, la santé est par la surface pour équilibrer la surface. C'est l'effondrement FG et ou la durée. Vous pouvez avoir la durée, vous retenez l'agression rénale aiguë si vous excluez la rétention urinaire, et vous pouvez avoir une agression rénale aiguë à durée conservée. Pour la deuxième question, docteur Joyce avait alimenté l'intérêt des épargnants sulfates. On sait bien que les épargnants sulfates sont des
l'endothélium est capillaire et poreuse. Et sur leur face extérieure, cette membrane et l'endothélium sont recouverts par les podocytes. Donc c'est l'image de la poule et de l'œuf. C'est en rapport avec l'hypertension artérielle. Vous pouvez aussi aller plus loin si vous voulez parler de l'insuffisance cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque aussi, quand il est et que les débits sanguins la pression, vous l'avez vu, qui est la pression efficace de la circulation, peut donner une insuffisance rénale qui sera agression rénale. Rénal, avant de devenir rénal, après, s'il y a une chérie et nous progressons ainsi. Par rapport aux médicaments, quel médicament pour la tête rénale? Vous posez le sommeil des parties, les neurologues, vous pouvez bien vous orienter, mais les comorbidités, si un malade vient chez moi, dans mon cabinet, et qu'il est hypertendu, et qu'il a une insuffisance rénale, je ne vais pas te rappeler ce que je suis. Et si vous avez eu votre cours, les autres qui n'ont pas eu encore le cours de l'écologie, il a une atteinte rénale associée, et que dans cette atteinte rénale, il y a la protéinurie, on vous a parlé ici des médicaments, n'est-ce pas? Il y a une action préférentielle au niveau de la carrière des anti-inflammatoires non stéroïdiens, aussi, mais vous voyez, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est pas beaucoup les choses. Parce que vu que si il est hypertendu, il a une protéinurie, voilà, hypercalémie, et arrêter les gains de votre malade en jarre, c'est ça. Donc, c'est lui qui vous demande un peu de douceur. On parle d'un patient hypertendu, élimine les médicaments, n'est-ce pas? Les reins métabolisent aussi d'autres insulines, n'est-ce pas? Ça signifie que si votre patient, quand vous prenez d'abord par rapport aux effets sucrés, si vous donnez des médicaments sans tenir compte du début des hypertension populaire, vous allez naturellement précipiter les malades vers quoi? Son symposium qui était le troisième de nos réactions parce que vous avez tenu des patients et la salle était pleine. Passion pour la science, et voilà. Bon, merci à vous et à la prochaine. Premièrement, mes sentiments sont des sentiments de joie et que ce symposium est une réussite. Je glorifie l'Éternel que ce symposium soit une réussite. Ainsi, notre thématique a été le rein, la santé rénale, est une thématique qui est d'actualité et une thématique qui est très importante. Nous remercions tout le monde qui nous a soutenus et nous exhortons la faculté de médecine à continuer à perpétuer le côté scientifique. Déjà, le symposium parlait de la santé rénale. Déjà, elle était là pour sensibiliser tout médecin en devenir et ceux qui pratiquaient déjà à l'importance et les fonctions du rein. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que le rein est très important et puis elle participe à beaucoup de mécanismes au niveau du corps humain et métabolique. Moi, j'ai retenu qu'il faut prendre soin de ses reins parce que c'est très important pour le corps humain. Voilà. Restons toujours dans ce même chapitre, la faculté de droit de ce même site universitaire a organisé ce 15 juillet une conférence avec comme thématique le respect des droits individuels au stade de l'instruction pré-juridictionnelle. Intervenant invité, monsieur le professeur présent dans la salle, monsieur les assistants, madame, messieurs les assistants, chers étudiants, bonjour. Voilà. Nous voilà réunis dans le cadre essentiellement d'un échange que nous aurons. Il a plu au décanat d'inviter des personnalités du monde professionnel, les activistes de droits de l'homme, les professionnels de droit, pour discuter d'une question importante
qui concerne le respect des droits des personnes interpellées. Cette journée d'échange nous concerne tous de la faculté de droit et beaucoup plus des étudiants de L2 LMT ainsi que des classes montantes qui se préparent déjà à une vie professionnelle. La formation suivant le système LMT tel qu'adopté. Nous sommes connus par monsieur le procureur. Bon, nous également, nous sommes connus, nous sommes procureurs. Bien évidemment, c'est Maître Kabouya, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que je vais faire pour vous, maître? C'est aujourd'hui qu'on va l'amener en chambre de conseil. Monsieur le procureur, pouvons-nous jeter un coup d'œil au monsieur de notre client, s'il vous plaît? Il s'appelle? Nous voudrons compulser les... Il s'appelle? Il s'appelle Gadiata David. Maintenant, vous êtes habillé. Bon, effectivement, c'était juste pour me... Mais, monsieur le procureur, nous constatons que notre client n'a pas passé à l'interrogatoire. Mais justement, votre client nous a dit ici qu'il est... S'agissant ici des droits, puisqu'il y en a nombreux, le droit de la personne arrêtée ou détenue, il est vrai qu'il y en a vraiment plusieurs. Mais nous avons retenu une liste de 11 droits que nous allons échanger avec l'Assemblée ce matin. Et le premier droit donc, c'est le fait ou le droit d'être immédiatement informé des motifs de son arrestation. C'est-à-dire, une personne arrêtée doit être informée immédiatement du motif de son arrestation. Et ma méthodologie, je pense que je pourrais procéder par cette énumération. Nous allons approfondir au moment des échanges. Le deuxième droit reconnu, n'est-ce pas, à la personne arrêtée, c'est donc le fait de ne pas être arrêté pour des faits d'autrui. Bien entendu, l'infraction étant individuelle. Il a expliqué un peu de ce que nous pourrions aussi dire dans notre intervention. Il nous a demandé de parler de l'assistance. L'assistance devant les parquets. L'assistance de qui? Des clients, des personnes qui sont traînées devant les parquets, mais aussi devant les OPJ. Les défenseurs judiciaires. Et c'est sur base de la loi organique sur les barreaux, la loi de 1968. Ainsi, le législateur a prévu dans notre pays qu'il y ait des catégories de concitoyens. Demain c'est vous, c'est moi peut-être, hier c'était d'autres, aujourd'hui c'est d'autres. Quand nous serons en pour des raisons que seuls ces services connaissent, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors, nous parlerons des avocats, formation juridique, mais dans leur mission d'assister leurs clients ou des personnes, ils sont limités quelque part. En Afrique, pour ceux qui ont sillonné le monde de l'Afrique, surtout l'Afrique, un tout petit peu l'Asie, un tout petit peu l'Amérique latine, il se pose régulièrement cette question de droits individuels. Pour le cas spécifique qui est le nôtre, ce débat ne sera ni le premier, ni encore moins le tout dernier dans cette salle, parce qu'après nous, l'on continuera à parler de droits individuels dans d'autres conférences. Mais il réapparaît dans tous les auditoires de nos universités et dans le bureau de nos institutions. Et cette question s'étend jusqu'aux installations des Nations Unies à New York. Moi qui vous parle en tant que défenseur de violation de droits de l'homme, où notre dignité est tout le temps bafouée, où nous étions interpellés, arrêtés tout le temps. Et cette question, comme je venais de le dire, nous a amené plutôt jusqu'à nous rendre. Personnellement, je me suis rendu à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies pour parler de droits de l'homme violés en RDC, des libertés civiles et politiques qui ont été tout le temps violées. Non, mais c'est un plaisir d'abord pour nous d'être invités. Donc,
bâtiment de l'université Révérend Kim pour parler de tout ce qui concerne le droit des individuels, des personnes interpellées dans la phase préjuridictionnelle. Et moi j'ai abordé le sous-thème sur le regard de la société civile. Et c'est un plaisir de voir que les étudiants sont enthousiasmés à l'idée d'apprendre, comprendre, s'informer et partager l'expérience avec des aînés qui étaient à la fois comme intervenants venant du barreau, aussi du parquet et nous-mêmes. Donc mes impressions sont jusque-là bonnes. Je suis satisfait. Parler en termes de réussite ou d'échec, je ne suis pas trop dans cette dimension-là, mais je suis très satisfait de la manière dont la journée s'est déroulée parce que, à mon point de vue, les attentes que nous avions ont été atteintes. C'est la fin de ces numéros, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe technique qui était derrière la caméra et mes salutations à Padimbata. Mais ne touchez surtout pas à la télécommande. Restez branchés. On se retrouve prochainement. Au revoir.